Chères joueuses, chers joueurs, bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de Jeux sans frontières. Dans ce nouveau format, je vais aller à la rencontre de personnes étrangères pour discuter avec elles des jeux de leur pays et du jeu en général. Sans plus attendre, je vous propose donc le premier épisode, départ pour l'Europe de l'Est. Cześć, mam na imię Agnieszka i opowiem Wam dzisiaj o Super Farmerze. C'est un jeu d'éducation, de logique et de maths. Donc c'est effectivement excellent pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et ça travaille beaucoup justement cet aspect de logique et stratégie. Ce jeu a toute une histoire qui commence en 1983, donc en Pologne, à Varsovie, en pleine guerre. Son créateur est un prof de l'université de Varsovie et du jour au lendemain, il perd son emploi. Les Allemands arrivent et puis on lui explique par A plus B qu'il n'a plus sa place. Merci, au revoir. À ce moment-là, lui, il est père de famille, un chef de famille, donc il faut le nourrir, il faut subvenir à ses besoins. Et il a cette idée de se servir de ses facultés et de ce talent de mathématicien pour créer un jeu pour des enfants ludique. C'est encore une fois une idée qui, en pleine guerre, on aurait dit, elle n'a pas lieu d'exister. Et pourtant, il s'y consacre, ça devient une affaire familiale. Donc Karol Borsuk, donc le fameux professeur, et sa femme Zofia Borsuk, qui s'y consacrent. Elle fait des planches, elle dessine des petits animaux, parce qu'effectivement c'est un jeu qui tourne autour de l'univers de ferme et des animaux. Ils commencent à jouer avec leurs amis, avec le cercle d'ex-collègues de l'université, et c'est comme ça que le jeu s'est fait connaître. Par la suite, il fait son petit chemin, son petit parcours, et le téléphone de famille Borsuk n'arrête pas de sonner. Et à chaque fois, effectivement, ça se termine par une commande et le jeu, effectivement, est fabriqué sur commande. Il a un certain succès, effectivement, à Varsovie parce que les gens, mine de rien, ils veulent continuer à vivre normalement, à jouer, à avoir un semblant de vie normale. Ce qui explique que finalement c'était toute une petite production qui a pris. Et puis arrive l'année fin de la guerre, l'année 44-45. La Varsovie brûle, elle est complètement détruite. Donc les exemplaires de jeux, ils sont détruits, il n'y en a plus. Il y en a plus. La famille également, elle doit faire face, donc on ne peut plus rester à s'occuper de cette petite production. Il faut soit fuir, soit se cacher. Mais après la guerre, il s'avère qu'un exemplaire a survécu hors Varsovie et est envoyé à la famille. Et du coup, l'histoire recommence de plus belle. Après la guerre, la famille se consacre à élaborer et faire vivre ce jeu de nouveau. Les enfants, à partir de 7 ans, effectivement, j'aurais même plutôt dit à partir du moment où ils comprennent la logique d'échange et où ils savent compter. Compter assez basique, c'est toujours par système de 2 ou par système de paires, mais il faudra bien qu'il intègre cette notion d'échange. On peut changer des animaux, il y a des règles à respecter. Donc voilà, 7 ans et plus, il n'y a pas de limite. Oui, la Pologne, c'est un pays de jeux. Beaucoup de jeux de cartes, qui sont installés effectivement pendant la période de guerre et même après-guerre, le communisme. Pourquoi? Parce que les cartes, c'est un format qu'on peut facilement transporter sur nous. Après, tout ce qui est de jeux de société, bien évidemment, ça a eu un certain engouement. On a pu effectivement en jouer. Moi, étant petite, j'en jouais beaucoup. Il fallait pallier juste à la difficulté de l'obtenir. Il n'y avait pas effectivement dans les années, tout au début des années 80, des magasins librement ouverts qui commercialisaient des jeux. Il fallait se les procurer. Donc voilà, si on avait la chance d'avoir des jeux, bien sûr on y jouait. Encore une fois, les cartes étaient plus abordables.
Kolejka, c'est un jeu dont j'ai entendu parler. Effectivement, le principe reflète une certaine réalité de la vie en plein communisme. Les familles avaient des bons pour la nourriture ou des bons pour équipement. Maintenant, ces bons-là, il fallait échanger physiquement dans les magasins. Donc effectivement, tout le monde faisait la même chose en même temps, c'est-à-dire la queue. L'occupation effectivement de gens à ce moment-là, c'était faire la queue, maintenir sa place dans la queue pour obtenir soit de la nourriture, soit le matériau de première nécessité, le papier toilette, mais ça pouvait être aussi les machines à laver, par exemple. Il faut savoir que c'était effectivement des arrivages massifs dans des magasins, donc on attendait que ça ouvre, que les éléments soient là, et pour le distribuer aux populations qui attendaient du coup dans les queues. Que mes parents ont très bien connu et puis qui ont pu me raconter aujourd'hui avec une certaine nostalgie, certes. Mais je pense qu'à l'époque, c'était pas si facile que ça, étant parent, ayant un travail et des petits-enfants, de maintenir sa place dans la queue. Une fois quand on sortait de la queue, par exemple, où on voulait, comme dit, avoir une machine à laver, ce qui est super important, on la perdait. Donc, dans mon cas et dans ma famille, qui étaient nombreuses, c'était les frères et sœurs de ma maman qui se relayaient dans la queue. Donc voilà, tant qu'elle travaille, il y avait un frère remplacé par un autre. Moi, c'est une période, comme dit, qui n'a pas une connotation négative. Quand on accompagnait nos parents pour faire la queue, il y avait plein de familles comme nous, il y avait plein des enfants, donc il y avait quelqu'un qui ramenait un bout de gâteau, un ballon, et puis finalement on se faisait des nouveaux copains. Donc pour nous, c'était quelque chose, finalement, une enfance tout à fait normale. Pour nos parents, je pense que c'était beaucoup plus pénible. Oui, pour se développer et pour communiquer. Le jeu fait toujours appel à une partie imaginaire, donc c'est notre imagination qui travaille. C'est toute une stratégie qui se met en place. C'est les relations aussi qu'on peut avoir avec des autres joueurs, les échanges. Pour nous, effectivement, le jeu, c'est avant tout des blagues, des chouettes copains ou une partie de famille, les enfants, un chouette moment d'échange. Pas mal d'engueulades aussi. Et voilà, ce premier épisode de Jeux sans frontières se termine. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Un énorme merci au bar du Schluckenspiel pour son accueil fantastique. Si vous cherchez un jeu, un joueur, une bière ou les trois à la fois, inutile d'aller plus loin, vous êtes arrivés. N'hésitez pas à y faire un saut à l'improviste, ou au contraire, venez participer à un des nombreux événements qu'ils organisent régulièrement. Vous trouverez leurs informations dans la description, encore merci à eux. Si vous-même vous connaissez des jeux ou des anecdotes qui viennent d'au-delà de nos frontières, je vous invite à le partager dans les commentaires. Nous aussi sommes présents sur les réseaux sociaux, je vous mets également les liens dans la description. Moi je vous dis à bientôt, et comme le rappelle si bien notre invité du jour, Cześć i nie zapomnijcie zagrać.